Salam salam la team, la course au titre fait rage actuellement en Premier League. Manchester City et Arsenal sont en crise et c'est Liverpool qui est en train d'en profiter. On a vu depuis quelques matchs, pour ceux qui suivent les deux équipes, c'est-à-dire Arsenal et City, on a vu qu'ils n'y arrivaient pas trop. Moi, par exemple, le match entre Leicester et Arsenal, on voit Arsenal qui met deux buts, ils se font rattraper 2-2 et après ils arrivent à s'en sortir. On a vu après Arsenal perdre contre Bournemouth 2-0, faire match nul contre Liverpool, même s'ils ont fait une première période exceptionnelle ce match-là. Donc on voyait depuis quelques matchs les prémices un peu de cette défaite d'aujourd'hui. Et pareil pour Manchester City. Manchester City, quand on se rappelle de son match contre Fulham, où Adama Traoré a beaucoup raté, où ils prennent déjà le premier but, ils sont obligés d'égaliser, de mettre après deux buts, ils prennent un autre but et ils sont sous pression jusqu'à la fin du match. Ederson les a sauvés beaucoup de fois ce match-là, mais surtout les ratés d'Adama Traoré contre Wolves. C'était encore la même chose contre Wolves. Ils prennent le premier but encore une fois. Quelques minutes après, ils ont failli prendre un deuxième but. Ederson, encore une fois, a été un sauveur. Après, il y a Garviol, je pense, qui égalise pour vous montrer l'importance de Garviol depuis le début de la saison pour Manchester City. Et là, il a fallu attendre après la 95e minute pour voir un but de Stones de la tête. Donc, c'est des matchs où City, on les a sentis très, très poussifs. Donc, quand on voit aujourd'hui, cette défaite-là, ça ne surprend pas trop parce que même après contre Southampton qui est vraiment au plus bas au tableau, Southampton, ils ont gagné qu'un but à zéro. On a vu aussi le match contre Newcastle où vraiment je pense que City aurait pu faire mieux. Donc aujourd'hui, cette défaite contre Bournemouth de Manchester City montre encore une fois que ces deux équipes, Arsenal et City, qui depuis quelques matchs n'arrivent pas à vraiment dominer leurs adversaires. Maintenant, pour Newcastle, Arsenal, c'était un match où les deux équipes avaient besoin de victoire. Newcastle, ça faisait 5 matchs qu'ils n'arrivaient pas à gagner. Arsenal aussi avait besoin de cette victoire-là pour essayer de se relancer un peu. Donc, c'est un match où, dans l'approche, on a vu que Eddie Howe, il a fait confiance au même trio qui avait joué contre Chelsea en milieu de semaine en Cup. C'est Gordon, Isaac et Joe Linton. Donc, on a vu Signon Staff après au milieu. On a vu Joe Willock, on a vu Bruno Guimaraes, Livramento à droite, Lewis Hall. On a vu Fabien Schär aussi et il y a eu Dan Burn. Arsenal Arteta a eu la chance de pouvoir compter sur Gabriel et sur Timber. Ils étaient sortis au cours du match contre Liverpool, mais il y avait plus de peur que de mal. Donc il a pu aligner une défense assez cohérente. Donc il y a eu Timber à gauche, il y a eu Gabriel Saliba qui avait pris un rouge contre Bournemouth. Il a pu jouer lui aussi. Et à droite, on a eu Thomas Partey parce qu'après moi, Ben White lui aussi, il avait pris un coup. Donc il a joué en deuxième période après. Donc devant, il y a eu du Merino, Declan Rice et il y a eu Trossard qui a joué avec Havertz. Donc je pense défensivement, c'était du 4-4-2. À gauche, il y avait Martinelli, à droite, il y avait Saka. Donc c'était ça pour l'approche du match. Mais dans le match, Arsenal n'a fait que confirmer sa crise. Parce que Arsenal n'a cadré qu'un seul tir tout au long du match. Et le seul tir cadré, c'était encore sur un CPA. Donc la spécialité récemment d'Arsenal, un coup de pied arrêté. Donc c'était en première période, c'était vers la 20e minute ou quelque chose comme ça. Donc c'était un corner où la balle a été contrée. Donc dans le jeu, Arsenal n'a pas existé contre Newcastle. Dans le jeu, ils n'ont vraiment pas existé. On les a vus en deuxième période faire des tentatives assez vaines avec Declan Rice qui était monté un peu plus haut parce qu'en première période, ils n'y arrivaient pas offensivement dans notre jeu. On voyait vraiment qu'Odegaard manque à cette équipe-là parce que Arsenal, ils adorent avoir une ligne de 5 offensivement, mais cette ligne-là, elle était quasi incomplète tout le temps. Tu voyais Timber qui venait faire du dépassement de fonction, ou bien Merino des fois qui essayait de compléter cette ligne de 5-là, parce que Merino jouait un peu plus haut que Declan Rice par moment. Donc c'était un peu compliqué pour Arsenal. Et en première période, Newcastle en a profité grâce à une défense assez solide qui envoie de très bons longs ballons. Donc Fabien Schär qui envoie un long ballon qui a été mal négocié par Thomas Partey à Isaac. Donc la balle qui part jusqu'à Gordon qui fait un centre magnifique entre les deux centraux et de la tête à Isaac qui nous met à peu près le même but que Lewandowski, le deuxième but de Lewandowski contre le Real. Donc magnifique le but d'Isaac. Donc Isaac, quand on voit son but, quand on voit son match et mention spéciale à Gordon qui lui aussi fait un match exceptionnel, on ne peut pas s'empêcher de penser à est-ce que ce n'est pas le genre de joueur qui manque à cette équipe d'Arsenal. On a posé la question à Arteta après le match et Arteta dit que lui, il fait confiance aux joueurs qu'il a. C'est ce qu'il disait aussi en début de saison. C'est le discours d'Arteta. Il dit qu'il fait confiance à Jesus, il fait confiance à Havertz, il fait confiance à Trossard qui joue par moments neuf. Et on ne peut pas lui en vouloir parce que les entraîneurs, ils meurent avec leurs idées. L'année dernière, ça a donné raison à Arteta. Ils ont fait une très 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 bonne saison pour moi. Ils ont failli prendre la Premier League.
Mais ils n'avaient pas cet avant-centre-là dont les gens parlent. Cette année, ils ont préféré prendre Sterling et n'ont pas pu prendre Osimhen. Donc, naturellement, les gens vont se poser des questions quand les choses ne se passent pas comme prévu. Mais je pense personnellement que ce qui manque à cette équipe d'Arsenal, ce n'est pas peut-être juste un avant-centre. Actuellement, quand on regarde cette équipe jouer, on sait que Odegaard manque à cette équipe. Quand on regarde cette équipe contre Liverpool, ils ont fait pour moi un match en première période surtout qui était très cohérent. En deuxième période, avec les blessures derrière, avec York qui vient, c'était un peu plus compliqué. D'ailleurs, vous voyez que le but de Salah sur la passe de Nunez vient de ce côté-là où Timber était sorti, où aussi Gabriel était sorti. Donc, on voit un peu que cette équipe-là, c'est une équipe qui, par moment, arrive à être cohérente. Donc, c'est dans l'entrejeu où il y a un problème, et ça, c'est Odegaard. Maintenant, cette équipe qui a pu jouer l'année dernière et celle d'avant, sans un vrai neuf qui aide vraiment les ailiers, sans un vrai neuf qui est vraiment très efficace, on ne peut pas nous dire aujourd'hui qu'il leur manque forcément ce neuf-là. Et Arteta, on ne peut pas trop lui en vouloir aussi de penser qu'il va continuer avec cette même équipe. Havertz, c'était son pari. Havertz, l'année dernière aussi, il a fait une saison exceptionnelle. Maintenant, quand on voit la deuxième période, les réajustements, on voit par contre que c'est dommage de devoir compter sur des joueurs comme Declan Rice pour pouvoir espérer avoir quelque chose offensivement parce que Arsenal a essayé de se réajuster en deuxième période. Je pense qu'il y a euh, Thomas Partey qui est allé remplacer Merino au milieu et Merino il est sorti. Il y a Ethan Nwaneri qui est rentré, qui est allé lui entre les lignes, juste entre Saka et Havertz. Du coup, Zinchenko est venu à gauche et Timber, lui, il est allé à droite. Donc, ils ont essayé de se réajuster. Trossard est venu un peu plus à gauche, donc Zinchenko a été beaucoup plus offensif. Mais les deux seules fois où Arsenal a vraiment essayé en deuxième période, c'était Declan Rice. La première fois, c'est Declan Rice qui, dans le jeu, essaye de. Voilà, quoi, il combine un peu, il se met devant la surface, il tire, mais la balle n'est pas cadrée. Après, dans le jeu aussi, Saka lui fait un centre, il met sa tête, mais elle n'est pas cadrée. Donc, quand on voit que Arsenal est obligé de compter sur son milieu défensif qui joue un peu plus haut pour essayer de se créer des occasions, on voit nettement que cette équipe-là n'y arrive pas, elle est en crise. Maintenant, je pense qu'Arsenal a moins de problèmes que Manchester City. Parce que quand on regarde Manchester City contre Bournemouth, on voit le problème qu'a eu Manchester City tout au long du match. Je vous dis, jusqu'à la 80e minute, Manchester City n'a pas existé dans ce match-là. Ils n'ont pas existé du tout. C'était une folie de voir une équipe comme Manchester City qui fait des erreurs mais manifestes en sortie de balle. Ake, il se fait chipper la balle grâce à un pressing incroyable des joueurs de Bournemouth. On voit que, la même chose aussi avec Kovacic, il se fait chipper la balle facilement dans l'intensité, dans les duels. Manchester City n'a pas existé jusqu'à la 80e minute. C'est une folie. Et on va peut-être parler de blessures côté Manchester City, mais ça n'explique pas forcément tout, parce que Manchester City aussi, depuis quelques matchs, on sentait peut-être venir ce genre de défaite-là. Manchester City contre Fulham, Manchester City contre Wolves, Manchester City contre Newcastle aussi, c'est des matchs où Manchester City n'arrivait pas forcément à dominer son adversaire. Donc, quand on les voit perdre ce match-là contre Bournemouth, ça ne surprend pas. Peut-être pour leur défense aussi, Bournemouth, ça fait 6 jours qu'ils ne jouent pas, ils s'étaient bien préparés. Et quand on voit l'intensité de Bournemouth dans ce match-là, on ne peut que dire que oui, c'est peut-être une possibilité. Déjà, il y a Kyle Walker qui est revenu de blessure, qui apparemment n'avait pas joué depuis 19, ne s'était pas entraîné depuis 19 jours. On a vu aussi que Savigno était revenu de blessure, De Bruyne aussi, mais ils n'ont pas joué. Ils sont restés sur le banc. Doku, lui aussi, est revenu. Il a joué après en deuxième période. Donc, c'est surtout dans l'intensité. Et par rapport à l'intensité, on le voit aussi sur le premier but. Parce que sur le premier but, Kerkez, il fait un petit boulot à Phil Foden. Parce que Phil Foden n'arrive pas à vraiment bloquer Kerkez. Donc, Kerkez arrive à faire cette passe-là à Semenyo, le Ghanéen, qui marque un but. D'ailleurs, Semenyo, mention spéciale, il fait un match exceptionnel. Il a été partout sur le terrain. Il a été très, très efficace dans les contrôles, dans le jeu. Mais vraiment, il a causé beaucoup de problèmes à Manchester City. Donc, le premier but était magnifique de la part de Semenyo. Et dès l'entame de la deuxième période aussi, Semenyo a failli marquer un deuxième but. Heureusement que cette fois-ci, encore une fois, Ederson a été très bon. C'était un match où Ederson a été le meilleur joueur de Manchester City déjà. Donc, City n'y arrivait pas. Même après l'entame de la deuxième période, c'était très compliqué pour eux. D'ailleurs, c'est pour ça que juste après le deuxième
deuxième but est venu, Semenyo encore à gauche. Donc je pense qu'il a servi Kerkez encore une fois, qui sert Evan Nilsson, l'attaquant qui a remplacé Solanke qui est parti à Tottenham. Donc Evan Nilsson qui vient de Porto, qui met un deuxième but. Donc là, c'était presque mort pour Manchester City. Donc des changements, Doku est rentré, il a un peu changé la dynamique du match. Mais surtout, encore une fois, c'est Garviol qui vient réduire le score. Donc Garviol, depuis le début de la saison, vraiment, il arrive à sortir Manchester City des fois de quelques pétrins. Il y avait un peu d'espoir, mais ce n'est pas suffisant pour permettre à Manchester City d'arracher le nul ou bien même de profiter de la défaite d'Arsenal. Donc Manchester City, tout comme Arsenal, sont actuellement en crise parce que c'est des équipes qui ont l'habitude d'être très haut sur le podium. Et quand on voit aujourd'hui le Liverpool de Slot, qui pour moi n'est même pas actuellement à sa meilleure version, je pense que Liverpool de Slot, pour être à leur meilleure version, il faut attendre décembre et janvier. Slot lui-même le dit. Et quand je dis ça, je ne peux pas m'empêcher de penser à Arteta. Quand on voit aujourd'hui Arteta, les problèmes qu'il a depuis le début de la saison, quand on voit Slot qui pour sa première saison est en train de profiter des failles de Manchester City, nous c'est Arsenal qu'on voyait tout le temps profiter des failles de Manchester City, mais actuellement c'est Slot qui est en train de le faire. Slot avec une défense incroyable, Slot avec Liverpool c'est la meilleure défense depuis le début de la saison. La deuxième meilleure défense c'est Nottingham Forest, mais ça on en parlera une autre fois. C'est une folie. Nottingham Forest sur le classement provisoire actuellement ils sont troisième. Mais Aston Villa est en train de jouer là contre Tottenham. Il y a 1-0, un but de Rodgers. Et après ce match-là, et après même le grand match entre Chelsea et Manchester United, le classement va un peu bouger parce que si Aston Villa gagne et que Chelsea gagne, Arsenal est sixième. Nottingham Forest sera cinquième. Donc, on va attendre ces matchs-là. On va peut-être en parler après. Pour venir à Liverpool, c'était un match où en première période, c'est Brighton qui a vraiment dominé ce match-là. Je vous le disais, les deux équipes s'étaient affrontées il y a quelques jours en Cup et Liverpool avait gagné 3-2. C'était un match incroyable. Et ce match-là, Liverpool l'a encore gagné. Donc, deux victoires contre la même équipe en 3 jours pour Liverpool. La première période de Liverpool n'était pas désastreuse, mais Liverpool s'était beaucoup raté. On a vu des occasions de Nunez qui, dans la surface, n'arrive pas à tromper le gardien. Donc, on a vu Liverpool qui vraiment n'y était pas en première période. Brighton a beaucoup dominé, a marqué grâce à Kadioglu, qui, je pense, était à la construction, qui fait la passe à Mitoma. Mitoma qui faisait la passe à Welbeck. Welbeck, je pense, n'a pas fait exprès de dévier pour Kadioglu, qui surprend un peu Keller, Kadioglu, parce que Keller, quand on voit, genre, quand Welbeck avait la balle, Keller, il était en position vraiment d'attente de tir, mais après, quand ça venait jusqu'à Kadioglu, il ne s'y attendait pas. Donc, c'était un but magnifique. Et juste après, Welbeck, on l'a vu sur des tentatives de coup franc, a failli tromper Keller, mais malheureusement, Brighton n'a pas pu mettre ce deuxième but-là. Il y a eu quelques ratés. Et en deuxième période, Liverpool s'est réveillé. En deuxième période, grâce déjà à Gakpo, qui, sur une balle où on voit qu'il essayait de faire le centre pour Nunez, personne ne touche la balle. Et après, c'est Mohamed Salah, encore une fois, sur un contre magnifique. Salah qui nous montre que c'est toujours le monstre qu'il a toujours été. Salah, il y a une stat qui dit que depuis qu'il est à Liverpool, il est impliqué dans plus de 60% des buts de Liverpool. C'est vous dire à quel point Salah, c'est le meilleur joueur de l'histoire de Liverpool. Salah, actuellement, en Premier League, on est à quoi? À la 10e journée, il est à 7 buts et je pense 5 passes décisives. Donc, encore une fois, Salah, Gakpo qui arrive à faire que Liverpool puisse sortir de ce genre de match-là. Actuellement, Slot, je pense que l'avantage qu'il peut avoir par rapport à des équipes comme Arsenal ou bien peut-être Manchester City, c'est que Slot, il a offensivement et peut-être même défensivement des joueurs qui peuvent pallier un peu quelques absences. Par exemple, aujourd'hui, quand on voit Slot qui débute le match avec Gakpo à gauche, qui met Luis Diaz sur le banc, qui se permet d'avoir Nunez et Jota quand Jota n'est pas blessé, il est presque tout le temps comme maintenant. Salah naturellement à droite. À gauche, on voit que Tsimikas avec Klopp, c'était un peu compliqué. Naturellement, on voit que Tsimikas, d'ailleurs, cette période-là, c'est une période où il n'était pas trop. Mais là, Slot a réussi à faire que Tsimikas soit vraiment dans le bain. D'ailleurs, c'est Robertson qui, depuis le début de la saison, est en deçà de ses performances d'un temps. Donc, on voit une défense beaucoup plus améliorée. Et on voit qu'il a beaucoup plus de profondeur de banc et on voit qu'il est en train d'en profiter. Donc, c'est actuellement un top 3 qui a un peu changé, comme je l'ai dit, mais qui va encore beaucoup changer pour moi. Parce que pour la prochaine journée, il y a Manchester City qui doit affronter Brighton, il y a Liverpool qui doit affronter Aston Villa, mais Arsenal qui affronte Chelsea. Donc le classement va beaucoup bouger après pour la 11e journée aussi. Donc en gros, pour le haut du tableau, on a vu Arsenal qui n'y arrivait pas.
parce que naturellement, il manque de créativité dans l'entrejeu. Odegaard manque vraiment à cette équipe-là. Et Arteta pense qu'actuellement, il n'a pas forcément besoin d'un attaquant comme Isaac, Havertz fait le taf par moment, Trossard peut le faire, Gabriel Jesus aussi, même si on voit que là, ce n'est pas le cas. Mais puisque ça l'a réussi l'année dernière, ça a réussi à City à un moment, ça n'a pas empêché à City de remporter la Premier League. On va laisser Arteta mourir avec ses idées et voir comment ça va se passer. Mais Arteta, pour moi, a peut-être plus de chances de sortir de cette crise-là actuellement que Manchester City, parce que Manchester City, Rodri ne va pas revenir de blessure et Rodri manque vraiment à cette équipe depuis quelques temps. De Bruyne, lui, était dans le groupe du match contre Bournemouth hier, mais n'a pas pu jouer. On va peut-être attendre en Ligue des Champions contre le Sporting pour voir quelques minutes De Bruyne. Donc, au-delà du fait que Manchester City, il y a Rodri, ou bien De Bruyne même qui a manqué à cette équipe, il y a aussi l'intensité. Cette équipe a l'air vraiment hyper fatiguée. On l'a vu dans ce match-là. Ils ont attendu la 80e minute pour exister. Donc, ils ont peut-être moins de chances qu'Arsenal de sortir de cette crise-là. Donc pour Liverpool, Arne Slot, il est en train de gérer. Actuellement, il est premier avec 25 points. Manchester City est à 23 points. Il y a Nottingham Forest qui sont menés par un Wood exceptionnel qui est troisième meilleur buteur de la Premier League. Donc Nottingham Forest est aussi la deuxième meilleure défense de la Premier League. Actuellement, ils sont troisième. Arsenal est quatrième avec 18 points. Nottingham Forest 19 points. Mais Aston Villa joue actuellement contre Tottenham. Si Aston Villa gagne et que Chelsea gagne contre Manchester United, le classement va changer. Donc c'est ça pour la course au titre entre Liverpool, Manchester City et Arsenal. On va attendre la fin des autres matchs pour faire une vidéo beaucoup plus globale par rapport à la 10e journée. Et on va surtout parler après du FC Barcelone contre Espanyol Barcelone. Donc à tout de suite les amis.